Et bonsoir et bienvenue pour ce stream. Ah là là. Je suis tombé sur ce React que vous voyez dans le titre, la création d'Undertale, parce que je refaisais tout le fil de tout ce que j'avais pas vu en React, vu qu'on a un salon sur Discord avec beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos depuis début 2024, je crois. Donc ça fait énormément de vidéos. Aïe aïe aïe. Hop, petit ping Discord, sinon pas bien. React création d'Undertale plus vente de cartes presque Pokémon. Et 20h30 avec Obscu sur un jeu où il faut réfléchir. J'ai marqué Pokémon, M-E-N-T, au lieu de Pokémon. Bref. On ne dira rien. Hop. Voilà. Samy est allumé normalement. Je vais vérifier. Voilà. Bon, un cookie pourra pas dire il est pas allumé. Il est allumé. Plus rien à dire. Hop. Allez. On aime bien Billie Eilish, mais on aime bien Undertale. Enfin, on aime bien Undertale. On aime bien les vidéos où on réacte à un truc en rapport avec Undertale. Voilà. Hop, allez. On va regarder du coup une vidéo de Polyearth. Comment Toby Fox a fait Undertale. Et je l'avais pas regardé avant, parce que la date, il y a 8 mois. Parce que j'avais pas fait Undertale. Maintenant que j'ai fait Undertale, c'est bon. On peut pas se spoil. Et pour ceux qui sont sur la VOD, si vous voulez pas vous faire spoil, vous pouvez regarder, par exemple, dans la playlist Undertale. Voilà, il y a tout Undertale. La run de base, la run passif, et pacifique, et la run où on bute tout le monde. Aucune violence. Presque. Hop, allez. La différence entre une histoire et la vie est Ça va me saouler par contre ça. sa Ouais. fin. Dans la vraie vie, les choses arrivent comme ça. Il n'y a pas forcément de dénouement passionnant, pas de résolution, pas de réponse. Un jour, un jeune fan de RPG japonais se pose une question a priori simple, que pourtant bien peu de gens se sont posées. Pourquoi, dans les jeux vidéo, nos actions n'ont aucune conséquence? C'est cette question qui est posée dans Undertale, un jeu indépendant sorti le 15 septembre 2015, après avoir été créé par une seule et unique personne, Toby Fox, un musicien et étudiant américain assez loin de l'ordinaire. Un personnage singulier qui a vu sa création dépasser toutes ses attentes et ses craintes, au point de regretter d'avoir fait le jeu après sa sortie. Pourtant, aujourd'hui, Undertale est largement considéré comme un chef-d'œuvre du jeu vidéo indépendant et un des meilleurs RPG de la décennie. C'est pourquoi j'aimerais vous raconter plus en détail l'histoire de la création de ce jeu, ainsi que celle de son créateur, un homme qui a redéfini le RPG avec quasiment zéro moyen et qui a beaucoup souffert du succès de son œuvre. Donc, Toby Fox vient au monde. Il l'a fait tout seul. Je viens de process là. Il a fait ce jeu tout seul. Waouh. Ok, franchement c'est impressionnant. Le jeu est balèze. Avec Temi. Allez. Le 11 octobre 1991 à Manchester. Non, pas celui-là, mais bel et bien le Manchester au nord-est des États-Unis, région qu'il a l'air d'apprécier particulièrement vu qu'il y passera. Ceux qui n'ont pas vu. J'ai ça sur mon bureau. C'est suréclairé le post-it. Il réfléchit trop à la lumière. Je sais pas si vous reconnaissez. Bref. Un petit personnage.
la majorité de sa vie. Contrairement à beaucoup de familles américaines des années 90, vu que c'était plutôt mal vu, Toby Fox a eu un accès à beaucoup de jeux vidéo très vite dans sa vie, et je parle pas de Mario Kart ou Zelda. Il a pu toucher à des titres assez méconnus du public classique, et ça s'explique facilement car le jeu vidéo dans la famille de Toby, c'est quelque chose de presque sacré. Il a 3 frères. Oh. Déjà, il a bien, il a un beau starter. Il commence, les jeux vidéo c'est sacré, beau starter. Tu te souviens c'est qui Sly au moins? Mais c'est la bestiole que j'ai sauvée en bas là. Dans la zone où je pouvais pas aller plus loin parce que ça servait à rien et j'ai battu une. Enfin, c'est pas un boss, un mini-boss, je sais pas. Et je l'ai sauvé. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. Mais le doute. Frères et toute la fratrie partagent la même passion. Plus que ça, ils ne sont pas juste fans de jeux vidéo, ils sont fans de la production de jeux vidéo. Une anecdote qu'on retrouve en lisant des interviews. Oui, bah. Bon, ça aide encore plus. Ils sont fans de la production de jeux vidéo à un moment donné. Je comprends mieux pourquoi il a fait un jeu tout seul. Comme il fait quoi dans le jeu? Actuellement, pas grand chose. Je crois. Mais le doute, hein. Hop, je vais juste réduire un peu la lumière parce que j'ai l'impression d'être. Pas. Oh là. J'ai dit un peu la lumière. C'est juste, faut pas que le fond vert fasse nimp. Voilà, vous me dites si le fond vert fait nimp. J'ai réduit un petit peu. Au moins, c'est. Je brille un peu moins, je suis moins shiny. Ah, c'est le shop. Comment ça, attends, pause. Comment ça, c'est le shop? Il y a la meuf qui est en haut, là, Iselda, pour le shop avec la boussole et tout. Ensuite, il y a le bro, j'ai pas son nom, dernièrement, où j'ai acheté des charmes. Lui, j'ai acheté des trucs. Pour ça, il y a en shop, il y a. Je sais pas si on compte en shop, mais il y a celui d'Aiguillon, là. Ok, bref. On retourne dans le react, on se concentre. Tu me mindfuck. Toby Fox, c'est que le dimanche, quand ses parents les amenaient à l'église comme une bonne famille américaine chrétienne, ils donnaient des feuilles et des crayons aux gosses pour qu'ils s'occupent, parce que, bah, entre nous, je sais pas si vous êtes déjà allé à l'église en étant enfant, moi je m'en souviens, on se fait bien chier. Bref. Oui. Et je suis passé dedans first, mais je m'en rappelle pas que c'était un shop. J'avoue que je me rappelle pas de ça. Bref, avec ces feuilles, au lieu de dessiner des maisons ou des voitures comme n'importe quel enfant normal, Toby et ses frères, eux, ils designaient des nouveaux niveaux pour Mega Man X. On parle quand même d'un jeu qui est sorti en 93, donc Toby devait pas avoir plus de 4 ans, je sais pas si on se rend compte. Durant son enfance, 2 événements vont changer sa vie à jamais. La première chose, c'est sa découverte de Mother, plus connu sous le nom de Earthbound, vous savez, la licence d'où vient NES de Smash Bros notamment. Et Toby, il va devenir complètement fou avec ce jeu. C'est son jeu préféré, il en parle tout le temps, il place des références à ce jeu partout. Pour lui, il n'y a aucun doute, le meilleur RPG du monde, c'est Earthbound, et personne ne lui fera changer d'avis. D'ailleurs, juste pour vous montrer à quel point il aime le jeu, juste regardez le design du personnage principal. Ouais. Ok. À côté de Ness. Et le deuxième élément qui va bouleverser le quotidien de notre protagoniste, c'est quand son grand frère va débouler dans sa chambre pour l'empresser d'aller regarder son ordinateur. Toby monte sur la chaise de bureau de son grand frère et stupeur, il venait de prendre une des idées qu'ils avaient mis sur le papier et en avait fait un jeu vidéo, un vrai. Carrément, Toby est lui-même dans le jeu et ça, c'est sa première rencontre avec RPG Maker, un logiciel qui permet, comme son nom l'indique, de créer des RPG. Et après ce jour, sa passion va enfin se concrétiser. Alors je vais faire un petit aparté parce que cette vidéo parle de comment a été fait Undertale et je vous spoil un peu, le jeu a été fait avec Game Maker Studio 2 qui a le même problème que RPG Maker dans la communauté jeux vidéo. Donc vous devez savoir un truc, ces moteurs souffrent un peu dans le développement de ce que je vais considérer de manière totalement proportionnée comme du mépris de classe. Si vous voulez, quand vous souhaitez créer un jeu vidéo, la première étape est la sélection du moteur du jeu, c'est-à-dire le logiciel à l'intérieur duquel vous allez faire votre jeu. Et RPG Maker est très connu parce que c'est le plus accessible d'entre eux. En gros, c'est un moteur qui nécessite moins de codage que les autres et qui simplifie plein d'aspects de la création. Ouais, en fait, ça recode, tout est déjà préfait pour que du coup, tout, entre guillemets, hein,
beaucoup de choses sont déjà préfaites pour que du coup tu puisses faire un jeu plus Création de simplement. jeux vidéo. Le truc, c'est que qui dit simplification dit qu'une nouvelle audience moins habituée à la programmation informatique va être capable de faire ses propres jeux. Et alors, je m'apprête à faire une comparaison, va falloir me suivre, mais pour moi, c'est le même problème qu'avec Autotune. Autotune, c'est un logiciel qui corrige les fausses notes de votre voix quand vous chantez. Et ça a permis à des gens qui avaient peut-être pas les moyens de se payer des cours de chant ou pas le temps d'apprendre à chanter, de faire des mélodies à la voix. Bien sûr, si vous donnez un outil qui simplifie tout, va y avoir des forceurs. Il y a des artistes qui utilisent Ah, en fait, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs dans le sens où quand tu donnes un truc à énormément de gens, je sais pas, le développement de jeux vidéo, c'était pas développé à tout le monde, etc., de le faire. Et si d'un coup il y a des millions de personnes qui peuvent le faire, dans le lot de ce million de personnes, il va y avoir des chefs-d'œuvre. C'est sûr et certain, quasi. Faut voir un peu comme Scratch. Oui, c'est un Scratch, waouh. très mal Sûrement l'autotune, des et c'est la trucs. même chose avec RPG Maker. Beaucoup de gens font des jeux très médiocres avec. Mais comme pour l'autotune, il y a aussi des gens super talentueux qui se sont saisis Voilà, c'est ce que j'ai dit. de l'outil et qui font des dingueries avec. Genre par exemple, au hasard, des jeux comme Omori, One Shot, Fear and Hunger ou Yumeniki, qui sont aujourd'hui des classiques de leur genre, ont tous été faits avec RPG Maker. La plupart des développeurs vont vous dire que non, faut pas utiliser tel ou tel moteur, mais plutôt les cadors de l'industrie comme Unity, Godot ou Unreal Engine, mais c'est faux, utilisez le logiciel qui vous plaît le plus, des classiques ont été faits sur chacun de ces moteurs, donc s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Oui, en fait, c'est le truc avec lequel tu te sens le plus à l'aise, etc. Forcément, chacun a des points positifs, des points négatifs. Si tu veux faire un truc ultra réaliste, tu prends RPG Maker, ça va être plus compliqué que si tu prends Unreal Engine. J'y connais rien. Juste par rapport au minimum de connaissances que j'ai. Du coup, bon, forcément, ça joue. Pour revenir à notre histoire, Toby Fox, il a à peine 10 ans, donc la vie de la communauté des développeurs, il s'en tape. Il aime RPG Maker et plus tard Game Maker Studio, et il compte bien les utiliser pour faire ses jeux. Vers cette époque, il découvre 2 licences qui plus tard vont l'inspirer dans la création d'Undertale. D'abord, Shin Megami Tensei, dans lequel il était capable de parler avec des ennemis pour les recruter. Idée qu'il apprécie tout particulièrement, même s'il pense qu'elle n'est pas assez exploitée et que c'est dommage de pas pouvoir leur parler plus. Ensuite, la licence Touhou, qui est pas très connue en France et qui va surtout le faire s'intéresser à la musique et qui sera une de ses plus grosses inspirations pour la réalisation de la bande-son d'Undertale, bande-son dont je vous rassure, on va pas mal parler. Toby Fox, il a donc une envie irrépressible de parler à des monstres, comme il le dit lui-même, et c'est à ce moment que lui vient l'idée de créer un jeu où on n'est pas forcément obligé de tuer les ennemis, et où on peut même leur parler et devenir ami avec eux. Oh, c'est mignon. Un jeu où toutes les actions ont des conséquences, et où les notions de bien et de mal sont bien définies, avec une règle simple, tuer, c'est mal, peu importe la personne. Ça va permettre au jeu de s'émanciper des RPG traditionnels qui, selon lui, sont juste des bains de sang sans fin. Un autre élément très important du concept d'Undertale, c'est la personnalité des ennemis. Dans la plupart des RPG, les PNJ ennemis sont tous les mêmes, n'ont pas vraiment de personnalité. Et Toby, lui, il décide que ce sera le contraire dans son jeu, où la majorité des PNJ seront uniques et avec des traits de personnalité bien définis. Une autre manière pour Toby de se séparer des RPG traditionnels, Pika Pika. Pour ceux qu'on la ref. c'est sur son système de niveau. Undertale est un des seuls RPG du monde où il n'y a pas besoin de farmer de l'XP. Vous pouvez très bien finir le jeu au niveau 1 grâce à la mécanique de gameplay dont on parlera plus tard, qui permet d'éviter les attaques, idée qu'il a récupérée au RPG Mario et Luigi, jeu dont il s'est beaucoup inspiré. Un exemple du souci du détail apporté à la création des personnages est Toriel. Toriel, c'est le premier allié que vous rencontrerez dans votre aventure et elle fait office de figure maternelle. Ici, selon Toby Fox, l'idée était de reproduire le modèle des mères dans les jeux comme Pokémon, qui sont juste là pour dire au revoir à leur gosse de 9 ans qu'elle laisse partir seule à l'aventure. Toby, lui, voulait faire de Toriel une vraie mère aimante qui ne veut pas vous laisser partir parce que, forcément, vu votre âge, c'est bien trop dangereux. Maintenant, depuis le début de cette vidéo, je vous montre pas mal de concept art et d'artwork autour du jeu, donc il me paraît correct d'aborder cette partie. Parlons des graphismes du jeu, parce que là encore, Toby Fox aime faire les choses différemment. Déjà, au début, je vous ai dit que le jeu a été fait uniquement par Toby, et j'ai menti, voilà, parce que la dessinatrice Temi Chang a également participé au projet. Ah, c'est pour ça que tu disais avec Temi. D'accord. En fait, tu m'as spoil sans que je m'en rende compte. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un spoil si je m'en suis pas rendu compte?
C'est une amie de Toby Fox qui s'est occupée de quelques designs, comme le logo du jeu, les cinématiques, le shop, etc. etc. et notamment certains personnages comme Papyrus et Undyne qui ont été conçus entièrement par elle. J'en profite pour rajouter qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait un ou deux petits trucs sur le jeu, comme Merigo, mais pour une vidéo YouTube, on peut vite fait passer dessus vu qu'ils n'ont pas eu un impact super important sur la création du jeu. Justement, la direction artistique du jeu est comme vous le savez du pixel art, mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que cet aspect d'Undertale a fait couler énormément d'encre. Et ouais, pour certains critiques, c'est le plus gros défaut du jeu, il n'est pas beau. Ben non, ça fait son charme. C'est mon avis. Hein. J'y ai joué récemment, alors qu'il y a des jeux AAA qui sont magnifiques. J'aurais pu jouer à Expedition 33 à la place, qui est un jeu qui a l'air incroyable. Hein. Mais Undertale, ça fait son charme. Je suis pas d'accord là. Moche. C'est quoi ça? En 2015, on pourrait s'attendre à des graphismes un peu plus développés quand même. Ah, ça c'est un petit jeu pas très connu ça. Toby Fox a dessiné tous les modèles et toutes les animations dans Paint, et dites-vous que ça, beaucoup de gens le pensent vraiment, et se sont fermés à ce jeu pour cette raison uniquement, et bah franchement... c'est complètement con. Non, plus sérieusement, ça rejoint une notion qui est très importante dans le développement du jeu. Toby Fox voulait faire un jeu que lui-même serait capable d'aimer. Donc un jeu marrant, et selon lui, le meilleur moyen de faire rire, c'est de jouer avec les expressions faciales des personnages, encore mieux si la résolution est basse et les détails peu nombreux. Il dira d'ailleurs sur Twitter que même s'il avait eu 100 employés pour travailler sur les graphismes du jeu, ce à quoi ressemblerait Undertale aurait été très similaire. Le style graphique, s'il est expliqué et a un intérêt dans le cadre du jeu, y a pas de problème à ce qu'il soit mauvais. Le pire, c'est qu'objectivement, le jeu... Oh non! 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 Pas ce couloir! Est vraiment pas moche. Ça, c'est moche. Le couloir de la mort. Le mauvais souvenir remonte en moi. Ça, c'est moche. Ça, c'est vraiment moche. Undertale a juste une patte graphique à lui, qui a une raison d'être, et qui n'est pas juste liée à de l'incompétence ou à un manque de technique. Et j'espère que si c'était une de vos raisons pour ne pas jouer au jeu, cette vidéo vous fera changer d'avis parce que vraiment, la curiosité peut vous faire découvrir des chefs-d'œuvre que vous seriez jamais allé voir sinon. Pour parler un peu de ça, si vous traînez sur Twitter depuis un certain moment, vous êtes certainement déjà tombé sur un tweet du style les cinéphiles, quand ton film préféré, c'est pas un film polonais en noir et blanc de 1930 de 4h30. Mais les gars, je suis d'accord que les cinéphiles, des fois, c'est juste des connards méprisants qui veulent prouver qu'ils ont plus de culture que vous, mais c'est pas une raison pour pas être curieux. Vraiment, je vous en conjure, soyez curieux, allez voir le film polonais en noir et blanc de 1950, vous pourriez peut-être être surpris de ce que vous allez découvrir. Et ça, ça marche aussi pour les jeux, et pour moi, la direction artistique d'Undertale, c'est un classique. Oui, oui. En fait, c'est pas parce que le jeu est pixelisé, le jeu est en 2D, le jeu... C'est pas parce que, en fait, il y a des conditions, entre guillemets, qui sont rajoutées au jeu. Parce que c'est pas un triple A, c'est un jeu de merde. Non, non du coup. C'est pas ça qui fait que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu. Un triple A peut avoir... Un jeu peut être fait, par exemple, je prends un studio au hasard par Microsoft, un studio privé au hasard, ils prennent une licence au hasard Assassin's Creed, et ils font un jeu de merde. Voilà. Ils chient sur la licence, c'est un exemple. Et pourtant, il y a des millions d'euros qui sont investis. Et du coup, après, ils revendent la licence à Tencent. Si je me trompe pas. Et c'est un exemple. Un exemple. Et il est chill le couloir first, pas tant que ça. Hein. Maintenant, on va parler du point le plus important quand on fait un jeu, le gameplay. Comme vous savez que dans Undertale, le principe est de ne pas tuer les ennemis, il fallait trouver un moyen de rendre le jeu intéressant, autre que par des attaques classiques tour par tour, comme on les retrouve dans les RPG type Final Fantasy ou Pokémon. Jeu dont Toby Fox s'est pas mal inspiré d'ailleurs. Il décide de rajouter des éléments d'un style de jeu complètement différent, les bullet hell, un genre de jeu où il faut éviter plein de projectiles qui apparaissent à l'écran de manière assez chaotique, et ici aussi on retrouve l'influence des jeux Touhou, dont on a parlé précédemment. Vous avez donc un cœur rouge, qui représente votre âme. Quand un ennemi vous attaque, si vous êtes assez doué pour éviter leurs projectiles, vous pourrez ne subir aucun dégât. Le but est de se battre en parlant aux ennemis pour les amadouer, au lieu de les attaquer, et d'éviter leurs attaques pour survivre en attendant que vous arriviez à les convaincre d'éviter le conflit. C'est un système très original et assez révolutionnaire, qui est clairement le point fort le plus important du jeu. Ce gameplay est addictif, on a toujours envie de savoir ce qu'un ennemi va dire, comment il va réagir à une moquerie ou un compliment, et voir ses attaques évoluer en fonction de son humeur. D'ailleurs, ce système, il a beaucoup retravaillé parce qu'au début, l'équilibrage était complètement cassé. Genre, le jeu était beaucoup trop dur avec des projectiles trop petits et bien trop rapides. Et rien à voir, je le mets ici, mais dans le jeu, il n'y a pas de cartes ou de quêtes bien détaillées qui vous disent bêtement la marche à suivre, comme dans beaucoup de RPG. Et ça, c'est parce que Toby Fox, il trouve que ça sert à rien et il aime pas ça. Et putain, ça fait du bien, un jeu qui te prend pas pour un enfant de 4 ans. Ouais, c'est bien.
Il y a pas des flèches rouges qui te disent viens par ici, c'est la suite. Oh, faut explorer. Je connais Fire and Hunger. Ça me dit rien. À te rappeler sans arrêt où aller, quelle mission faire, ou pire, qui te donne la réponse à des énigmes via un narrateur ou un personnage secondaire. Bon, sans prendre trop de risques, je peux dire que le truc le plus dur dans la conception d'un jeu vidéo pour un gars qui a pas fait d'études dedans, c'est la programmation. Et je préfère vous prévenir, je suis tout pourri en codage. Dites-vous qu'il y a... Tu m'as spoil aussi la vidéo, First? Tu me spoil Temi, tu me spoil Scratch dans la vidéo. Oh, faut que je remette. C'est la programmation. Et je préfère vous prévenir, je suis... Non, mais je la reconnaîtrais. Je le reconnaîtrais, ce petit chat. Je le reconnaîtrais. Ok, si je te l'offre, tu y joues. Je sais même pas c'est quoi. Je regarde après la vidéo. Je regarde ça. Tout pourri en codage. Dites-vous qu'il y a quelques semaines à peine, je connaissais pas la différence entre programmeur et programmateur, mais ça c'est pas grave, parce que vous savez qui d'autre est nul en programmation? Et ouais, Toby Fox aussi, il a galéré sur le codage du jeu, parce que je le rappelle, à la base c'est un musicien, et il étudie les sciences de l'environnement à la fac. Un exemple de ce développement chaotique, c'est sur la fin du jeu. Alors attention, il y a un petit spoil, enfin pas vraiment vu que du coup il a pas pu le faire, mais vous devez savoir que le jeu se fait en plusieurs fois, notamment une run où vous devez tuer tous les PNJ pour obtenir une fin spéciale, donc si vous l'avez pas fait, je vous invite à skipper au timecode. En gros, vers la fin de la run génocide, vous pouvez choisir d'effacer le monde ou pas, et si vous choisissez de l'effacer, le truc c'est que le jeu était censé être supprimé de l'ordinateur du joueur pour donner un effet plus dramatique. Problème, jouer avec les dossiers de l'ordinateur de votre joueur, c'est pas facile du tout, et c'est pour ça que peu de jeux le font, comme Kinitopet ou One Shot. Malheureusement, Toby Fox, il a tout simplement pas réussi, donc ça c'est jamais fait. En fouillant le code, apparemment, on se rend compte que Toby Fox expérimente beaucoup. Je vous mettrai des sources en description pour que vous puissiez fouiller par vous-même si ça vous intéresse, mais le point important à comprendre, c'est que malgré un code pas optimisé et des méthodes qui lui ont pris un temps monstre, le jeu tourne bien sur la plupart des machines, donc on s'en fout. Être un mauvais programmeur fait pas de vous un mauvais développeur. D'ailleurs, il y avait une rumeur qui tournait comme quoi Toby Fox avait mis tous les textes du jeu dans un seul bloc if. Donc si j'ai bien compris, le jeu chargeait en permanence toutes les lignes de texte, et si un trigger était activé, la ligne de texte correspondante se lançait. C'est pas vrai, c'est complètement faux. La plupart des youtubeurs qui parlent du code d'Undertale le disent parce que tout le monde le répète, mais en fouillant un peu, on trouve des vidéos détaillées qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors ouais, c'est pas optimal, mais ça marche. Je vais pas plus rentrer dans les détails parce que j'y connais rien, mais surtout parce qu'il y a la meilleure partie de la vidéo qui va bientôt commencer. On va parler de pourquoi Undertale a changé ma vie, on va parler de la soundtrack du jeu. Comme je le répète depuis... La soundtrack, du coup, ça va bien avec lui. Musique, soundtrack... Depuis le début, Toby Fox, avant d'être un développeur, c'est un musicien. Il fait du piano, de la trompette, et utilise le logiciel de musique assisté par ordinateur, FL Studio, pour composer ses musiques de jeux vidéo. Un logiciel pas très cher, et qui est un standard aujourd'hui dans la musique traditionnelle. Maintenant, essayez de vous rappeler votre premier contact avec Undertale. Comment avez-vous entendu parler du jeu pour la première fois? Pour moi, et pour la plupart des gens, c'était à cause de ça. Cette musique, ce boss. J'ai pas vu cette animation moi sur le jeu. J'ai pas vu ça sur le jeu. Cette musique, c'est Megalovania, le thème musical d'un des boss de fin d'une des routes qui est devenu un mème il y a quelques années et qui a fait exploser le jeu. Genre, dites-vous que le mec qui a reposté la musique sur YouTube aujourd'hui, il en est à 130 millions de vues, alors que c'est même pas Toby Fox. D'ailleurs, c'est assez ironique que cette musique soit devenue celle qui représente le mieux Undertale, parce qu'à la base, c'est une des deux seules musiques qu'il avait déjà composées avant de se lancer dans le jeu, avec le thème de Papyrus. Pour vous faire un brief très rapide de comment il a réalisé l'ambiance musicale du jeu, il a principalement utilisé soit des instruments 8 bits classiques, soit il est retourné à ses sources et a utilisé pour la majorité du jeu la même banque de sons et d'instruments que Earthbound, son premier amour du jeu vidéo. Franchement, il y a tellement de choses à dire que j'aurais pu faire une vidéo entière juste sur la musique dans le jeu, mais je vais essayer de faire court et de vous parler de la chose la plus importante à mes yeux dans l'OST d'Undertale, les leitmotifs. Leitmotif, c'est un mot désignant un motif musical, comme un mélodie ou un rythme, qui revient plusieurs fois dans une œuvre, un peu comme des rappels, et un des plus connus, il vient tout droit de la plus grande œuvre de science-fiction de l'histoire.
Et dans Undertale, des leitmotifs, il y en a à toutes les sauces, tout le temps, sur presque toutes les musiques, c'est la spécialité de Toby Fox, et en vrai, bah vous comprendrez bien mieux avec des exemples. Ouais, des trucs, Dites-vous que Toby Fox est tellement reconnu comme un génie de la musique dans le jeu vidéo qu'il a carrément été appelé par Nintendo pour réaliser la musique du Oh ouais? boss de fin de Pokémon Scarlet et quelques autres. Je sais pas si on se rend compte. Et ce qui est le plus marrant, c'est que franchement, quand on écoute le morceau, bah on peut pas avoir le moindre doute sur son créateur. Bon, on peut dire au revoir à la monétisation, mais en tout cas, ça y est, on a fait le tour de ce qui fait le jeu Undertale, Toby a fini son œuvre, il est temps de la publier. Mais d'abord, revenons un peu en arrière, en 2013, quand Toby Fox crée la page Kickstarter du jeu. Pour faire court, Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif où si vous avez une bonne idée et les capacités pour la réaliser, vous pouvez vous faire financer votre projet par les utilisateurs, des gens comme Je sais que tu l'as dit 20 fois! vous et moi, qui vont chacun donner des petites sommes d'argent, qui en s'additionnant, vont donner une somme conséquente. Alors, en 2013, c'est pas autant à la mode qu'aujourd'hui, mais le site a permis à pas mal de très bons jeux de voir le jour, comme par exemple Blasphemous, exemple pris totalement au hasard. Il lance sa page Kickstarter en juin, avec un objectif de 5000 $, qui lui permettrait de manger et de payer ses collaborateurs pour une sortie approximativement prévue en août 2014. Pour convaincre les gens de payer, il mettra une démo du jeu disponible gratuitement et proposera plein de contreparties différentes en échange de dons. Par exemple, pour 500 $, vous pouviez avoir votre propre mob à l'intérieur du jeu. C'est comme ça qu'on a eu Muffet par exemple, un de mes personnages préférés du jeu, juste parce qu'il n'y avait pas de raison de faire un thème musical aussi cool pour un boss secondaire. Donc il demande 5000 $, mais il va en obtenir pas moins de 10 fois plus, 50 000 $, ce qui montre que le jeu était déjà très attendu, et ça va mettre la pression à Toby Fox, et c'est là que les problèmes commencent. Même si Toby Fox apparaît comme un type drôle, un peu flemmard et décalé, il est en réalité d'un naturel assez anxieux et surtout perfectionniste comme pas possible. Il est terrifié à l'idée de décevoir les gens qui ont donné de l'argent pour la création du jeu, et va donc passer énormément de temps à peaufiner des détails, ce qui va faire passer la date de publication prévue de août 2014 à septembre 2015, un an plus tard, et c'est pas la sortie du jeu qui va améliorer la santé mentale de notre protagoniste. Le 15 septembre 2015, Undertale est publié sur Steam, et c'est un succès sans précédent pour un jeu indépendant. Enfin, sans précédent si on oublie lui, mais il compte pas lui. 1,4 million de ventes en 200 jours, soit quasiment autant que Life is Strange, sorti la même année. Life is Strange, qui je le rappelle, avait un budget de 4 millions de $, soit 80 fois plus qu'Undertale. N'importe qui serait aux anges d'un accueil pareil, parce que non seulement il est maintenant richissime, mais en plus, le jeu est un énorme succès critique. Les gens l'adorent, ils veulent parler d'Undertale, faire des théories, des speedruns, du contenu annexe, des fangames. Aujourd'hui, Undertale, c'est un des jeux qui marche le plus sur le YouTube américain, et ça n'a pas plu du tout à Toby Fox. Si vous n'êtes pas familier avec le jeu, faut comprendre un truc, la commune d'Undertale est insupportable. Ils sont trop chiants, ils sont capables de parler de rien d'autre que le jeu. First. J'ai l'impression qu'ils ont jamais joué à autre chose et ils vont même casser les couilles aux gens qui ont pas fait le jeu. Carrément, des fois, on a l'impression de voir la communauté de Five Nights at Freddy's. Alors, je le précise, disclaimer, je parle évidemment d'une petite partie de la communauté qui est très bruyante sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et je parle pas de la communauté en général. Mais bref, cette partie bruyante de la communauté, Toby Fox, il l'aime pas trop, parce qu'il a peur que simplement ça fasse chier les gens, qu'Undertale soit associé à ce truc relou dont tout le monde parle sans arrêt, c'est bon, on a compris avec ton jeu, laisse-moi tranquille. Et ça va le faire un peu paniquer, de peur que la communauté se mette à détester le jeu. Dites-vous qu'il est carrément allé DM des youtubeurs gameplay de l'époque pour les supplier de ne pas jouer à Undertale parce que ça saoulerait les gens de voir le jeu partout. Bon, évidemment, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille, vu que normalement c'est l'inverse. Les créateurs du jeu font tout pour que les créateurs de contenu jouent à leurs produits. Juste regardez Genshin Impact. Si tous les streamers de Twitch y jouent pas à chaque fois qu'une campagne est lancée par le service marketing de la boîte, leur but est de créer une espèce d'effervescence où tout le monde joue au même truc en même temps. Du coup, à un instant T, le viewer est obligé de regarder ce jeu, et la majorité des jeux, ils doivent payer les créateurs pour que ça arrive. Et pour Toby Fox, c'est l'inverse. Il est pas dans ce cas-là, carrément, il aimerait payer les gens pour qu'ils jouent pas à son jeu. Alors avec le temps, et en voyant que son jeu était adoré par globalement tout le monde, cette angoisse va un peu se calmer, jusqu'à 2018, où il annonce son nouveau projet, Deltarune. Alors je vais faire court vu que c'est une vidéo sur Undertale et pas sur Deltarune, mais le 31 octobre 2018, Toby Fox rend public le premier chapitre de Deltarune, un jeu inspiré de l'univers d'Undertale qui reprend ses personnages, mais qui les fait évoluer dans un monde complètement inédit et avec une histoire indépendante du premier jeu. Donc si vous vous posiez la question, non, Deltarune officiellement
Ok. Je... C'est pas une suite à Undertale, les deux jeux ne sont pas Ça me canons entre eux. perturbe. D'ailleurs, Deltarune ressemble plus à un RPG traditionnel qu'Undertale, même si on ressent toujours très bien la patte de Toby Fox, que ce soit dans l'humour, dans la musique et dans le souci du détail. Et malheureusement le problème est là, quelque chose a changé depuis Undertale, l'ambition. Deltarune est un projet bien plus grand qu'Undertale. Cette fois-ci, Toby Fox ne travaillera pas seul, mais même avec l'aide de sa petite équipe nouvellement formée, la création du jeu va prendre du temps, peut-être même un peu plus que prévu. Donc quand le premier chapitre sort en 2018, même s'il dit rien, les gens s'attendent à ce que le second sorte genre 6 mois ou 1 an après. Mais non, il faudra attendre 3 ans, 2021 pour avoir le chapitre 2, et aujourd'hui encore en 2025, le chapitre 3 n'est toujours pas là. Et même s'il a dit que les chapitres 3 et 4 sortiraient cette année, bah c'est assez difficile d'y croire connaissant le bonhomme et tous les problèmes qu'il a eu lors du développement du jeu. Mais cette histoire, c'est celle de Deltarune. Si vous voulez une vidéo entière sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est de loin celle que j'ai pris le plus de plaisir à réaliser depuis que j'ai commencé YouTube. Donc d'après le théorème de YouTube, elle va faire autant de vues qu'une vidéo de LumenFC. Du coup, si vous aimez cette nouvelle formule où je vous raconte comment mes jeux préférés et vos jeux préférés ont été créés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vraiment, c'est un épisode pilote, donc si vous pensez que je vais trop dans les détails de la création du jeu ou pas assez, dites-le moi. Si vous trouvez ça parfait, dites-le moi. Et si vous voulez que je supprime la chaîne, dites-le moi. Dragon New, ils sont sortis. Ah, tu parles des chapitres? Attends. Undertale. Non, Deltarune. Ah, c'est pas marqué, je voulais regarder. Ah si, là. Et chapitre 5, 2026. Ok. Du coup, attends, tu m'avais dit quoi un peu au-dessus? Du coup... Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une personne qui a ce jeu. Oui, attends. Quoi? Pourquoi tu spams? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai arrêté. Check hors stream. Ah! Ok. J'ai peur d'un truc. Oh là. Allez. Tu me mets pas en confiance avec ce que tu dis. Tac, du coup, on va passer à la deuxième vidéo. J'ai un doute si je l'ai vu en fait. Mais je crois j'ai peut-être déjà vu une vidéo qui en parle. Le problème c'est que je sais déjà. Regarde les tags du jeu. J'ai pas fait gaffe. Non, non mais Steam, pas Stream Deck. Dark Fantasy. RPG. Contenu à caractère sexuel. Ah! Oui, non mais oui, j'ai les designs des persos, j'ai le React du jeu en tête. Bah je sais pas. Parce que le jeu, le React sur ce jeu là, sur Fear Hunger, m'avait pas tenté plus que ça à jouer au jeu. Et même après avoir fait Undertale là, c'était censé me donner envie un peu plus. Bah sans plus. Donc, non, t'inquiète. À part si tu veux voir des hommes avec une troisième jambe. Non mais ça va.